Bonjour à tous. Je vais être assez court parce qu'il est déjà 13 heures. Ce que je viens d'entendre, c'est tout à fait exceptionnel et je m'aperçois qu'en fait, chacun qui agit peut avoir une manière de faire différente, peut avoir une vision différente, mais tout ça va dans le bon sens. On a vu des entrepreneurs sociaux, on a vu des grands industriels internationaux et qui ont pourtant une logique très territoriale, très locale. On a vu des individus et je peux vous dire en tout cas tout ce qui les lie, c'est leur histoire aussi personnelle. Je pense que regardez sur Internet l'histoire personnelle de chacun de ceux qui vous ont parlé et vous verrez que finalement, l'impact qu'ils créent aujourd'hui, ça a pour origine finalement les questions qui se sont posées ou la vie qu'ils ont eue avant. Moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ce que je suis venu témoigner avec vous, c'est que finalement, la notion de responsabilité est sans doute le bon départ. Quelle responsabilité j'ai individuellement? Quelles sont les responsabilités, les entreprises, les associations, les collectivités, nous pouvons avoir, nous pouvons assumer pour pouvoir un peu changer les choses. Alors, en 92, parce qu'il s'agissait bien de la date de 92, en 92, peu de gens parlaient d'écologie. Peu de gens parlaient d'économie positive, bien sûr. Peu de gens parlaient d'entrepreneurs sociaux. Et devant nous, on avait un énorme sujet. Vous voyez la photo là, des décharges à ciel ouvert, ou des incinérateurs qui ne fonctionnaient sans aucune récupération d'énergie. La consommation avait un impact très visible. Qui est responsable? Les entreprises qui mettent sur le marché, les consommateurs qui décident de consommer, ou bien finalement les collectivités qui ont la compétence pour gérer les déchets, voire d'autres encore. La question n'était pas tranchée et donc rien ne pouvait réellement avancer. Et je crois que c'est un point très important dans le débat que nous avons aujourd'hui sur l'économie positive, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens se réunissent, que les gens aient des indicateurs communs, que les acteurs puissent travailler ensemble avec un pilotage, une responsabilité. Contrairement à ce qui était écrit dans les textes, parce que l'OCDE en 70 a déjà répondu à cette question. Le pollueur, c'est l'acteur de la consommation, c'est celui qui gère, enfin qui a l'impact. Le pollueur, c'est donc le consommateur. C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. C'est à lui de payer l'impact. Mais quand on regarde individuellement, est-ce qu'on peut gérer cela? Est-ce qu'on peut même gérer sa poubelle? Est-ce que je peux recycler ma bouteille d'eau? Est-ce que je peux recycler ma boîte de conserve? Bien sûr que non. L'OCDE, à ce moment-là, a réfléchi, je dirais, et c'est là aussi, je dirais, la force de ces instances internationales. Il a décidé que l'entreprise, les entreprises, devaient donner un moyen de ne pas polluer à chaque individu en France et un petit peu partout dans le monde. Ça a donc été les entreprises qui ont été, je dirais, nommées pour avoir cette responsabilité. Et là, il y a eu une innovation tout à fait intéressante qui s'est passée. Les entreprises, normalement, quand on leur donne une mission, elles décident de la remplir avec des indicateurs, des pilotages et des méthodes. Là, elles n'ont pas fait exactement ça. Elles ont décidé de s'unir. Et quand je dis de s'unir, c'est d'aller plus loin. Comment? Elles se sont dit, nous allons nous mutualiser. Et ça a été une innovation sociale extrêmement importante car elles se sont unies entre concurrents, elles se sont même unies entre les producteurs et les distributeurs. Alors que d'habitude, vous voyez à longueur d'articles de journaux que généralement, elles s'opposent et elles se désunissent. Cette union, à un moment donné, a été clé pour l'ensemble des filières qui ont été mises en place. Elles se sont mutualisées à 49 000 en France. 49 000 entreprises, petites, grands groupes internationaux, se sont mis ensemble pour se dire « nous allons agir profondément pour gérer ce sujet des déchets ». Et globalement, il y a eu pas mal de réussites. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais il y a eu pas mal de réussites. Et je vais essayer de vous les expliquer. La première, ça a été de dire, on va s'unir et on va créer une entreprise. On ne va pas donner de l'argent, s'il y avait une taxe, on ne va pas donner de l'argent à l'État, on ne va pas donner de l'argent aux collectivités locales. On va créer une entreprise. Cette entreprise, elle sera un peu particulière. Elle ne fera pas de bénéfices. Tout ce qu'elle gagne, tout ce qu'elle ne dépense pas, elle le réinjecte dans le cycle chaque année. L'État a joué le jeu. Il a dit « Ok, on vous fait un statut particulier, vous êtes une SA, et pourtant, vous ne paierez pas d'impôt sur les sociétés. » Grosse décision. Énorme décision.
L'impôt sur les sociétés, c'est environ 1,5% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, pour certaines entreprises, le recyclage pèse 5% de leur chiffre d'affaires. Donc non seulement elles ont accepté une contrainte, mais elles ont été plus loin que cette contrainte. Alors comment elles ont fait? Finalement, elles se sont dit, on collecte l'argent des entreprises, à chaque fois qu'une canette, à chaque fois qu'une boîte de conserve est mise sur le marché, il y en a un petit peu pour la collecte, le tri et le recyclage. On massifie cet argent et on travaille avec des partenaires. Ces partenaires, ce sont les collectivités locales. Le privé, rendez-vous compte, le privé a délégué au public. Alors qu'aujourd'hui, on dit que le public délègue au privé, ça a été l'inverse. Les entreprises de la grande consommation ont décidé que ça serait les collectivités locales, sans doute le meilleur partenaire. Et elles ont eu raison. Les collectivités locales, qui avaient la compétence pour ramasser la poubelle, elles ont finalement décidé une chose, elles se sont dit, voilà, on va se séparer. Et l'entreprise paiera les surcoûts. Et ça a commencé. 13% de recyclage en 92, 25, 35, 50, et aujourd'hui on est à 67% de recyclage. Donc on peut dire que ça fonctionne. Les montants investis, 4 milliards d'euros depuis 20 ans. 4 milliards d'euros depuis 20 ans. Dans les 5 prochaines années, les entreprises vont investir 4 milliards d'euros à nouveau. L'augmentation, je dirais, de la quote-part pour recycler des entreprises est considérable. Avec une demande, une seule demande, c'est de pouvoir avoir de la prévisibilité. Comment fait-on pour anticiper? Comment fait-on pour être certain que le taux de recyclage monte? La consommation actuellement a tendance à plutôt stagner et le taux de recyclage ne monte pas, ne monte plus, je dirais. Les entreprises ont mis 35% de plus dans le recyclage depuis 3 ans. Le taux de recyclage n'a progressé que depuis 3 ans, de 3%, pardon. Donc nous avons un sujet actuellement qui est très important, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai par rapport à un investissement? C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et donc nous sommes tous solidaires par rapport à ça, parce que les entreprises payent, mais c'est la consommation qui paye, c'est vous qui payez. Quand vous achetez un produit, vous payez ça. Donc pourquoi sommes-nous solidaires sur cette problématique? Parce que si on ne refait pas redémarrer le taux de recyclage, eh ben on va avoir bien sûr un impact environnemental important, mais surtout une séparation de compréhension. Une impossibilité pour des entreprises de la grande consommation qui ont un bilan chaque année à se dire « je continue à investir dans un dispositif qui n'a pas de retour sur investissement, qu'il soit social, environnemental ou économique ». C'est ça la question qu'on se pose et c'est la question qu'il faut absolument pouvoir gérer ensemble en se disant quelles sont les solutions. Pour moi, la solution, elle est avant tout dans les indicateurs. De savoir où ça marche bien, de savoir où ça ne marche pas bien, de savoir où il faut agir et de ne pas saupoudrer sur un ensemble d'acteurs, que ce soit les collectivités, que ce soit l'entrepreneuriat social, qui fait un travail considérable parce qu'il agit en profondeur dans les consciences. Comme un élu qui va dire à ses administrés, trier, car ça permet de protéger la ressource naturelle, forcément créer une valeur profonde. D'accord? Et il sait bien aussi, l'élu, que quand quelqu'un trie, il ne jette pas de papier par terre. Donc ça crée plein d'externalités positives. Ça crée plein de choses qui permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre volonté aujourd'hui, la volonté d'éco-emballage, mais aussi la volonté de l'ensemble des éco-organismes et donc des entreprises en France, c'est de pouvoir faire des liens entre les uns et les autres. Est-ce que mon point vert qu'on voit sur chaque emballage est-il clair? Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une consigne de tri? La réponse c'est non. Et pourtant, ça fait depuis 20 ans qu'on l'utilise. Donc depuis 5 ans maintenant, j'ai mis en ordre un plan d'action pour que chaque entreprise qui produit un emballage puisse ajouter à ce point vert une consigne de tri en disant « Voilà, la boîte en carton, vous la mettez là, c'est à recycler bien sûr. Le petit sliver en plastique, ça ne se trie pas pour l'instant encore, donc ça vous le mettez dans la poubelle à jeter, etc. » Cette initiative gratuite, c'est réellement de l'économie positive, a eu un impact très fort. Aujourd'hui, 10 milliards sur 90 milliards d'emballages portent cette nouvelle consigne de tri. Qu'est-ce que ça va? Gratuitement, hein. C'est gratuitement parce que les consignes de tri sur les emballages, on ne paye bien sûr pas pour les poser. C'est l'entreprise qui donne une partie de son packaging.
Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit tout simplement que l'utilisateur du produit, au moment de la séparation du produit avec l'emballage, sait où mettre son emballage. Donc, ça fait diminuer les taux de refus, ça évite les erreurs de tri, ça évite qu'on transporte cet emballage dans la poubelle jaune pour aller à un endroit et que dans cet endroit, quelqu'un ou une machine le sépare et qu'on le retransporte ensuite dans un endroit où on va soit malheureusement l'enfouir, soit le valoriser énergétiquement. Ça, c'est une externalité positive forte. La deuxième chose qu'on souhaiterait avoir, c'est d'avoir une transparence sur les manières de faire et le transfert des bonnes pratiques. Aujourd'hui, j'en discute souvent avec mes amis, les collectivités locales, seuls à peu près 15% des collectivités locales ont une comptabilité analytique. C'est-à-dire gèrent dépenses sur les déchets avec une comptabilité analytique. Ils savent très bien où est-ce que va l'argent, ils savent très bien où ils investissent. Mais nous ne pouvons pas, nous tous les acteurs derrière, avoir la fameuse prévisibilité dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est très important. La dernière chose qu'il faut avoir pour pouvoir avancer sur ce sujet-là, il faut avoir des industries du recyclage fortes et pérennes. Malheureusement, cette année, en 2013, 3 entreprises qui recyclent les plastiques, des PME et un groupe un peu plus important, sont sous observation, je dirais presque, enfin sous observation et en pré-dépôt de bilan. C'est un sujet très important. Pourquoi? Car on ne trie que parce qu'on recycle. Ça ne sert à rien de trier si jamais on ne recycle pas. Éco-emballage a aujourd'hui plus de 700 000 certificats de recyclage. 93% de ce que vous mettez dans votre poubelle jaune est recyclé en France. 93%. C'est énorme, ça crée de l'emploi, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça permet à pas mal d'acteurs de pouvoir finalement continuer à faire ce travail-là. Et donc, les industries du recyclage, elles sont à protéger et il faut absolument investir dedans. C'est pour ça que nous souhaitons faire un travail avec la BPI pour qu'on puisse arriver à donner finalement un exutoire pérenne à l'ensemble de votre geste de tri. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est une belle histoire comme il y en a eu plein d'autres ce matin. Ce que je voulais vous dire, c'est que votre geste de tri, il est essentiel. Je sais bien que c'est parfois les enfants qui le font. Parfois, on a quelques soucis. La ville, aujourd'hui, trie moitié moins que la campagne. Et pourtant, c'est là où on consomme le plus. Mais ce geste de tri est le premier geste environnemental des Français. Il est à respecter et à protéger parce que je suis certain que c'est le début de quelque chose qui est très lié à l'économie positive. Je voulais vous remercier tous et j'espère à très bientôt.